une longue période dans un état de dégradation avancée, la digue du barrage de Koubri a finalement cédé. Conséquence, le monastère de cette ville a subi la furie des eaux et toute la commune est dans le désarroi. L'ouvrage était l'un des poumons économiques de Koubri au bénéfice de plusieurs personnes qui vivaient de la pêche et de la culture maraîchère. La saison des pluies rime également avec les risques d'éboulement dans les sites d'or artisanaux. Dans ce journal, nous irons dans la région du Nord pour faire le constat. En plus des risques d'éboulement, de nombreux jeunes sur ces sites d'or artisanaux sont quotidiennement exposés aux infections. À suivre dans ce journal également le travail de nos compatriotes dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux les Burkinabés qui travaillent dans les plantations de café, de cacao et TVA. Leur contribution est inestimable dans l'économie ivoirienne et ces Burkinabés font la fierté de leur pays. De nouveaux paquets de cigarettes avec des images dissuasives pour les consommateurs du tabac. Le Sénégal a franchi une étape importante dans la lutte contre le tabagisme en mettant en application une loi datant de 2014. Plusieurs fumeurs affichent déjà une réticence à la cigarette après avoir découvert les nouveaux paquets avec des mises en garde sanitaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, nous prenons la direction de Ouaouia où s'est tenue ce dimanche à la cérémonie du doigt du 7e jour de Salifou Diallo. Les fidèles musulmans ont une fois de plus prié pour le repos de l'âme du président de l'Assemblée nationale décédé le 19 août dernier. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités dont les ministres de la Défense du Niger et de la Côte d'Ivoire. Abbas Raouré, Tounaba Chantal, Sawadougou. Lecture de Coran, témoignages, prêches, prières pour le repos de l'âme de Dr Salifou Diallo. Nous sommes au doigt de l'illustre disparu. Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, est venu traduire l'hommage du président Alassane Ouattara à ce grand homme que fut Salifou Diallo et toute sa compassion aux parlementaires du Burkina et à sa famille. Aujourd'hui, il me dépêche pour apporter sa compassion, renouveler sa compassion, apporter ses prières et toute sa solidarité au peuple du Yatenga et particulièrement ici à Waïguia pour le repos de l'âme de grands disparus. Comme on l'a dit, Salif Diallo a été de toute la lutte africaine pour la dignité et la liberté des peuples. Je suis venu pour saluer la famille du défunt, notre camarade, ami et frère Salif Diallo. Je garde de l'homme la disponibilité, la générosité et l'engagement sans concession. Pour sa famille et ses amis politiques touchés par les différentes marques de sollicitude, Salifou Diallo n'aura pas vécu pour rien. On ne peut pas finir de remercier tous ceux-là qui compatissent à votre douleur. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait et que Dieu bénisse d'abord Salif. Que Dieu le bénisse, que la terre de Burkina Faso l'accueille dans sa dernière demeure. À cette cérémonie du doigt, tous retiennent que ce panafricaniste aura marqué son temps. Et à cet effet, ils ont prié Allah de lui pardonner ses péchés et l'accueillir auprès de lui. Dans la nuit du 25 au 26 août dernier, le barrage de Koubri a cédé. Ce barrage construit dans les années 1960 était dans un état de dégradation avancée. Les autorités municipales affirment avoir prévenu le ministère en charge de l'eau qui avait prévu la réhabilitation du barrage de Koubri pour 2018. Mais la pression de l'eau a fait céder la digue, créant d'énormes dégâts dans l'inondation du monastère de Koubri. On fait le constat avec Nongba Kouda et Sanoua Christine Koulibaly. C'est un barrage complètement vidé de son contenu que nous avons trouvé en cette matinée du 27 août. Construit en 1962 pour une capacité de 250 000 m3 d'eau, la retenue d'eau était aujourd'hui à environ 1 million de mètres cubes. Un trop plein pour la digue qui n'a pas résisté à la pression. Le 25, on était de retour de Ouaouia et quand nous avons eu au téléphone dès que le barrage a cédé, on est venu directement sur les lieux. Et quand on est arrivé, on a vu que l'eau avait pris totalement les moines là. Donc, au lieu d'appeler les sapeurs-pompiers qui sont venus sur le champ avec la gendarmerie pour pouvoir les sauver. Les dégâts de cette inondation au monastère, vous ne les verrez pas car toute image et interview nous ont été refusées.
Qu'à cela ne tienne, cette situation était prévisible au regard de la dégradation de la digue et les autorités en étaient informées. Cet ouvrage a déjà résisté plus de 50 ans. Il fallait vraiment une étude complète de réhabilitation. Et nous avons voulu inscrire ça au compte du budget de l'État gestion 2018 parce que vous savez que nos budgets sont annuels. Mais il y a une situation que nous déplorons en tant que technicien du ministère, c'est le manque d'un fonds d'entretien et de sécurité de nos ouvrages hydrauliques que nous devons mettre en place à l'image d'un fonds routier, comme le ministère des Infrastructures, pour pouvoir pallier à ces différentes difficultés. Le retard dans l'opération de sécurisation de l'ouvrage a eu aujourd'hui pour conséquence la destruction du barrage, un des poumons économiques de la commune de Koubri. Nous déplorons vraiment une très grande perte pour la commune de Koubri et pour le Burkina Faso tout entier. Parce qu'il y a plus de 500 personnes qui exploitaient ce barrage-là. Mais depuis l'année de 25 maintenant, ça veut dire que tout ça s'est perdu. J'ai allé voir tous les alentours là, il y a des champs de riz, des centres de bananeraies, et il y a des centres de mariciculteurs qui sont là. Et vous voyez de côté gauche, en amont, il y a la rivière qui est là-bas, tout ça c'est parti en fumée. La situation actuelle est venue en tout cas diviser ma commune en deux. Ouais. Vous voyez, cette voie-là était vraiment capitale. À l'état actuel, nous avons beaucoup de ces espèces de l'autre côté là-bas. Donc à l'heure actuelle, s'il y a un patient là-bas, il faut peut-être passer par ça pour arriver. L'ambulance ne peut plus passer par là pour aller. Nous sommes venus faire nos derniers achats. Il y avait du poisson dans le barrage que nous payons avec les pêcheurs. C'est de cette activité que nous nous occupions de nos familles. Avec cette culture, si rien n'est fait, ça sera la misère à Koubri. Population et autorités communales lancent donc un appel pour une solution palliative en attendant la réhabilitation complète du barrage. La saison pluvieuse est aussi la période où l'exploitation artisanale de l'or présente de graves risques. Et nous mettons le cap sur la région du Nord pour en parler. Une région qui abrite plus de 20 sites aurifères d'exploitation artisanale. Ces sites d'or artisanaux sont des points de rencontre de milliers de jeunes burkinabés. Des jeunes qui sont exposés à de graves risques que sont principalement les éboulements et les infections. Le constat avec Irénée Kabouré et Aliou Alain Savadogo. Site d'orpaillage de Yabonsgo situé à environ 10 km de Wayugia. En ces mois d'août, l'activité minière bat son plein. Même constat à Sissamba et sur plusieurs autres sites de la région. Et la recherche du métal jaune impacte de plus en plus les travaux champêtres en cette saison hivernale. On est ici pour ne pas voler quelque chose de quelqu'un. On se débrouille un peu, on gagne, on aide nos parents. Peut-être ton papa, c'est toi celui qui est dans la famille ou toi avec ton grand frère, tu te débrouilles aussi pour les aider. Avec le début de la saison, certains orpailleurs acceptent d'interrompre l'exploitation au profit des travaux champêtres, mais certains non. Moi, j'ai arrêté pour attendre la réouverture. Cependant, l'exploitation artisanale de l'or a plusieurs conséquences sur la vie des populations. En plus de la réduction de la main-d'œuvre dans les familles, la région enregistre chaque année des catastrophes liées aux éboulements des mines. Quand le ministre donne la date de fermeture des sites, le gouverneur nous réunit pour donner l'information. Nous passons l'information sur tous les sites, mais il y a toujours des gens qui refusent d'arrêter. Donc, nous demandons aux responsables des sites de les sensibiliser. Aussi, ces chercheurs d'or sont exposés à plusieurs maladies comme les infections cutanées, sexuelles et respiratoires. Ça peut commencer par les simples rhumes, les maux de gorge, les pneumonies, donc jusqu'à aller au niveau d'affections assez sérieuses et graves qu'est la tuberculose. Nous avons également d'autres types d'infections, notamment les infections sexuellement transmissibles. C'est un groupe assez vulnérable qui y séjourne, et nous pouvons donc rencontrer ce type d'infection-là sexuellement transmissible.
Et quand on parle d'infections sexuellement transmissibles, ça va des infections classiques à l'infection à VIH. Pour réduire les risques liés à l'exploitation artisanale, le syndicat des orpailleurs artisanaux appelle les orpailleurs à respecter les périodes d'exploitation. Et les agents de santé invitent ces travailleurs à se protéger contre les infections à la reprise des activités. Les gens partent pour avoir leur pitance. Voilà, donc ce qui fait qu'on ne peut pas les empêcher. Mais ce qu'il faut, c'est prodiguer des conseils pour qu'ils puissent se protéger contre la poussière et aussi veiller à avoir suffisamment d'une certaine quantité d'eau potable pour la consommation et aussi pour la préparation. Et nous les informons aussi en cas, malgré tout ça, s'il y a toutefois des cas de maladie, de se présenter dans une formation sanitaire le plus tôt possible. La région du Nord compte environ une vingtaine de sites d'exploitation aurifère. L'orpaillage fait partie des premières sources de revenus pour la population dans cette partie du Burkina. Et pour sortir la jeunesse burkinabé de ce genre de situation, le gouvernement a pris des mesures sociales pour l'installation des jeunes formés au métier. Dans les hauts-bassins, ils sont plus de 100 jeunes formés au métier à recevoir des kits d'installation et des fonds de roulement. Cet appui du gouvernement leur a été remis par le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Karim Ilboudo, Sirik Milogo et Kadou Romenki. Zara Maïga, formée en mécanique auto, reçoit son kit d'installation. Comme elle, ils sont 105 jeunes, tous issus de la région des Hauts-Bassins, formés à divers métiers à recevoir leur kit. De quoi leur permettre de mettre en pratique les connaissances acquises dans les centres de formation. Un accompagnement qui vient à point nommé. Je suis vraiment content d'avoir reçu cette matériel. Je compte ouvrir mon garage pour travailler. L'initiative qu'a prise le gouvernement aujourd'hui vraiment nous réjouit, ça nous va droit au cœur. On aimerait que le gouvernement continue dans cette lancée. Cette mesure, qui est à sa 3e édition, vise à promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes en milieu urbain et rural. Une manière pour le gouvernement de résorber ainsi le taux de chômage par la création de micro-entreprises. Le gouvernement a initié un certain nombre de programmes pour accompagner en tout cas ces jeunes-là pour qu'ils puissent s'insérer économiquement. Parce que non seulement ils ont des compétences, des savoir-faire, mais ils n'ont pas naturellement des moyens pour s'installer à leur propre compte. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner la jeunesse à pouvoir bénéficier de formation et d'accompagnement de matériel pour pouvoir s'installer et s'auto-employer. En plus des kits d'installation, un fonds de roulement est octroyé à tous les bénéficiaires. Et pour cette édition, un accent particulier est mis sur l'entrepreneuriat agricole. Lui n'a pas attendu l'appui du gouvernement pour se lancer dans son activité. Sie Palinfo est étudiant à l'université de Ouagadougou, mais il consacre ses temps libres à la calligraphie. Ses talents sont étalés sur les caricatures de portraits et de graffitis. Sie Palinfo affirme aujourd'hui être un artiste qui gagne bien sa vie. Découvrons son métier avec Madou Drago et Dimitri Badini. Apprenant dans le tas à faire de la calligraphie à Bobo, c'est de retour chez lui à Dissine qu'il met son savoir-faire à exécution. Aujourd'hui, à son lieu de travail, il étend ses talents dans le domaine de la sérigraphie et de caricature de portraits. Faisant aussi du graffiti, il met en exergue ses talents sur des murs et des rochers, tel le cas ici sur ce site granitique qui suscite l'attention des passants. Un chef-d'œuvre que l'artiste a mis au point à l'aide de peintures et de bombes. Pour lui, c'est un moyen d'expression et là, il dépeint les atrocités de l'esclavage. La connaissance de l'histoire est un préalable, est quelque chose de nécessaire pour l'homme de pouvoir bâtir quelque chose de solide. Il faut savoir ce qui s'est passé. Nos ancêtres ont été soumis à l'esclavage et ont vécu des moments incroyables. À leur époque, les chaînes étaient dans les mains, dans les pieds, et ils ont vécu une situation qu'on ne peut pas imaginer. Mais aujourd'hui, on décrète 1 minute de silence pour telle personne, 1 minute de silence pour telle personne, ainsi de suite. Mais jamais, jusqu'à aujourd'hui, l'esclavage n'a été reconnu comme
un crime contre l'humanité. Et j'aimerais que pas mal de personnes puissent percevoir ce message-là. Ce qui fait que, comme je n'ai pas d'espace pour m'exprimer, la nature offre. Je suis de passage, tout d'un coup, j'ai vu l'artiste qui est en train de faire du joli travail. Je vois l'image où c'est écrit 1 minute de silence. En tant que patriote, je ne pouvais pas passer sans au moins m'arrêter. Juste me recueillir face à l'image, l'esclave sur l'image qui est en train d'être battue. L'image m'a laissé vraiment, m'a laissé inspirer beaucoup. J'ai eu beaucoup de réflexions là-dessus. Thié Palinfo est par ailleurs étudiant à l'université de Ouagadougou et dit par son métier d'artiste contribuer à valoriser la culture du terroir. Aussi, il nous confie que son art lui permet de subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre, il faut dire que l'art nourrit son homme. À travers cet art, j'arrive quand même à scolariser, et moi-même, et mes petits frères. Il faut dire que, à travers cet art, je fais des t-shirts, j'ai aussi lancé une marque de vêtements. Tout ce que je fais, j'essaie de mettre une identité. Ce jeune étudiant artiste ambitionne par la sérigraphie mettre très prochainement des articles sur le marché burkinabé, voire à l'international. On reste avec les jeunes et notamment la jeunesse catholique étudiante du Burkina Faso. Le 56e Conseil national de la GEC s'est ouvert le mercredi dernier à Manga dans la région du centre-sud. Venus des différents diocèses du Burkina Faso, les jeunes catholiques ont mené la réflexion sur les différents maux qui minent la jeunesse burkinabé. Le reportage de Gérard Sommet et Nathalie Sawadou Nabaloum. La GEC, la jeunesse étudiante catholique du Burkina Faso et du Niger à Manga. Ils réfléchissent ensemble sur la vie du mouvement, mais également sur les questions relatives au civisme, la résolution des conflits et sur la promotion du dialogue interreligieux au Burkina Faso. Et notre vocation et notre objectif en tant que jeunesse étudiante catholique, c'est de transformer effectivement ce milieu à la lumière de l'évangile, et donner notre contribution pour une jeunesse plus irrationnelle, une jeunesse plus intelligente, une jeunesse plus promotrice de par son comportement, ses manières de faire et d'agir, promotrice des valeurs morales et religieuses. Cette rencontre du Conseil national de la GEC Burkina-Niger, 56e du genre, est placée sous le thème contribution de la jeunesse à la consolidation de la cohésion sociale à travers la promotion des valeurs religieuses et culturelles. Un thème jugé éloquent par le parrain qui pense que la jeunesse a pris conscience des maux qui minent sa vie. De très grands changements socio-culturels et religieux affectent douloureusement aujourd'hui notre monde et suscitent des bouleversements graves dans nos sociétés. Parmi ces mots qui minent la société, il y a des changements d'attitude et de mentalité qui s'écartent des codes de conduite traditionnels, la perte du sens du sacré, la dévalorisation de l'homme, la banalisation et la désacralisation du corps humain qui est aujourd'hui chosifié et transformé en objet de jouissance. En marge des formations sur le civisme et la citoyenneté, il est prévu l'élaboration d'un plan stratégique pour mieux organiser les actions du mouvement afin de pérenniser les acquis et relever les défis. Des activités de reboisement sont prévues pour promouvoir la culture et la protection de l'environnement. Autre point de l'actualité, et nous partons dans la région de l'Est pour parler d'incivisme dans la circulation routière. C'est un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant dans cette région, notamment dans la ville de Fada où de nombreux citoyens foulent aux pieds les règles de la circulation routière. Conséquence, les accidents de la circulation sont régulièrement enregistrés dans la ville de Fada avec malheureusement souvent des pertes en vie humaine. Le constat avec Presli Touré, Sarah Zaunogo et Rasmata Ouedraogo. À Fadane Gourma, bon nombre de citoyens foulent au pied les codes de la route. Ils passent sans inquiétude au feu rouge et au panneau de stop, mettant en péril leur vie et celle des autres. Nous voyons toutes sortes de problèmes liés à la route. Les gens ne respectent pas le feu. Souvent même, ils se coincent jusqu'à endommager nos marchandises. Il y a trop d'accidents. Des comportements que certains justifient par l'ignorance et l'excès de vitesse. Souvent, vous êtes arrêté au feu parce qu'il est rouge et certains usagers viennent vous dépasser. Ça, c'est trop fréquent. Ils font la vitesse et ne s'arrêtent pas au feu. La circulation à Fada, d'abord, c'est dû à plusieurs facteurs.
Il y a d'abord le cas d'incivisme qu'il faut signaler. Il y a aussi l'ignorance aussi de certains conducteurs, puisque beaucoup de gens ignorent sur le code de la route. Ça, c'est des cas d'incivisme. Le taux d'accident est assez élevé que vraiment on se demande que faire. De janvier à nos jours, nous sommes à une 60aine d'accidents, avec 6 cas de perte en vie humaine. Donc vous avez vu que c'est très élevé. Face aux enjeux de ces actes d'incivisme, des mesures sont prises par la police municipale pour atténuer le phénomène. Nous menons des actions répressives et aussi de sensibilisation. Matin et soir, nous avons toujours nos VRDS qui sont dans les différents carrefours. Souvent, nous sommes obligés de mettre des éléments à côté pour réprimer certaines brebis galeuses. Vous allez voir dans les jours à venir que nous avons renforcé notre commune en panneau de signalisation. Il y a des ralentisseurs que la commune a prévus pour limiter le taux d'accident dans la commune de Fadangourma. Au regard de l'ampleur que prend ce phénomène de la circulation routière à Fadangourma, la police municipale, avec l'accompagnement de certains partenaires locaux, entend mettre davantage l'accent sur la sensibilisation. Toute chose qui pourrait contribuer à réduire considérablement les cas d'incivisme dans la cité de Yandabili. On reste à Fada où les acteurs de développement de la région de l'Est évaluent les activités du premier semestre 2017 réalisées dans le cadre du Plan national de développement économique et social. Réunis au sein d'un cadre de dialogue, ils ont identifié les difficultés qui entravent la mise en œuvre du PNDES avant de formuler des recommandations pour l'atteinte des résultats escomptés. La rencontre s'est tenue le 24 août dernier. Aimé Douamba, Dahadi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Les corps constitués de la région de l'Est et leurs partenaires techniques et financiers sont autour d'une même table à Fadangourma. Au menu du jour, échanger sur le bilan des activités menées au cours de l'année 2017 à l'Est dans le cadre du Plan national de développement économique et social. Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES, il y a un certain nombre d'activités de suivi et d'évaluation qui sont programmés, qui fixent des délais, et c'est dans le sens du respect de ces délais que notre cadre régional de dialogue s'est tenu aujourd'hui. Dans ce rapport, il ressort que le taux d'exécution financière s'élève à plus de 23% et celui de la réalisation physique avoisine les 16%. Un bilan jugé moins satisfaisant dans son ensemble. Même s'il est partiel, le taux à mi-parcours nous est paru assez faible, tant sur le plan physique que sur le plan financier. C'est la défaillance au niveau de certains prestataires qui explique un peu ce niveau d'exécution. Également, il y a la faible collaboration des collectivités territoriales avec les services techniques déconcentrés. Séance tenante, les participants ont fait des suggestions et formulé des recommandations en vue de corriger les insuffisances pour parvenir aux résultats escomptés du PNDES à l'est du Burkina. Cette semaine, les élus locaux, les acteurs de la société civile et des services étatiques de la région du Centre-Est ont été conviés à l'école de la bonne gouvernance. C'était au cours d'un atelier initié à leur intention par le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. L'ambition pour le MAEP est de renforcer les connaissances de ces acteurs locaux sur la culture du civisme et de la citoyenneté. Alassane Kendrebego et Mahamadi Ouedraogo. Ils sont des élus locaux, des représentants des organisations de la société civile et des services administratifs de Bitou dans la région du Centre-Est. Avec les membres du Conseil national du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ils approfondissent leurs connaissances sur la bonne gestion des collectivités. Cet atelier recherche l'amélioration de la gouvernance au plan local. En matière de conduite des actions publiques, il y a toujours des déficits. Vous voyez même que la société évolue, donc du coup, ça veut dire qu'il faut développer des initiatives en adéquation avec l'évolution des comportements des citoyens pour pouvoir donc gérer nos cités. Au cours de ces échanges tenus en français et en langue locale, les participants ont eu droit à des communications relatives au processus et aux recommandations du MAEP, ainsi qu'au rôle des acteurs de la décentralisation dans la bonne gouvernance locale. Vraiment, c'était un bon ouf pour nous,
parce que depuis longtemps on attendait ça. Ce qu'on a acquis, on va essayer d'élargir ça au niveau de nos conseils municipaux et toute la population. Donc nous allons essayer de leur apporter tout ce que nous avons acquis en matière de bonne gouvernance. On pensait que la gestion de notre commune incombait seulement au maire et son équipe. Désormais, nous allons sensibiliser les femmes dans les associations et les inciter à une participation active pour le développement de Bitou. 20 communes du Burkina bénéficient de cette formation du MAEP qui se tient sous le thème « Le processus du MAEP au Burkina Faso, quel apport pour le renforcement de la bonne gouvernance locale ?» Intéressons-nous à présent au projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables du Sahel et du Nord. Les partenaires et les acteurs chargés de la mise en œuvre de ce projet se sont concertés à Djibo. Une concertation pour s'assurer de la bonne exécution de ce projet. Ama Faisal Sissé et Seydouzo. Les régions du Sahel et du Nord sont caractérisées par la variabilité du climat et une forte exposition à l'insécurité alimentaire. C'est dans ce contexte que Christian Aide, en consortium avec d'autres organisations, ont créé le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables du Sahel et du Nord. L'objectif est de renforcer durablement la résilience des communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire et d'améliorer l'accès des ménages pauvres aux services sociaux de base. Cet atelier de socialisation vise à permettre aux acteurs ou aux parties prenantes, la province de Soum, de pouvoir vraiment s'approprier du projet. Le projet est financé par l'Union européenne. Son coût est estimé à environ 5 milliards de francs CFA. C'est un projet multisectoriel dont sa mise en œuvre sera assurée par l'Association pour la gestion de l'environnement et du développement AGED. Il y a beaucoup d'activités, une panoplie d'activités qui sera conduite sur le terrain, notamment dans le domaine de la santé et nutrition, aussi dans le domaine de la sécurité alimentaire et les moyens, renforcement des moyens d'existence des communautés vulnérables. Il y a aussi des activités de leadership. J'avais émis en tout cas ce besoin vraiment d'ambulance. Selon les explications, on s'est dit que peut-être que nous allons bénéficier d'ambulances taxi-moto. Bon, en tout cas, c'est bien, comme on le dit, mais ce n'est pas arrivé parce que ce que nous voulons, c'est de demander un appui, en tout cas, en ambulance véhicule. Le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables a démarré ses activités en mai 2017. Il va durer 32 mois. Et à terme, ce sont 6500 ménages très pauvres qui seront touchés dans les régions du Sahel et du Nord. Autre point de l'actualité, et je vous amène au sud-ouest de la Côte d'Ivoire pour voir le travail des Burkinabés qui travaillent donc dans les plantations. On retrouve nos compatriotes dans les plantations de café, de cacao et d'EVA. Et le travail de ces Burkinabés est reconnu comme une force non négligeable pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Plus de précisions dans ce dossier signé Amadou Loué. Soubré, capitale de la région de Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est aussi une zone à forte production agricole avec près de la moitié de la production nationale en café-cacao. La plupart des agriculteurs ici sont des Burkinabés, comme El Hadj Madi Ouedraogo, 50 hectares à son actif. Le café, l'EVA, le palmier à huile. Madi est arrivé à Soubré en 1974, il avait 20 ans. Les moyens, ça demande des moyens. En principe, avant que je vais créer ma plantation, j'ai créé ça à environ à peu près 12 millions que j'ai créé ça, ma plantation là. Je n'ai pas prêté de l'argent, en tout cas j'ai fait de ma manière pour arriver sur les 50 hectares. Jean de Dieu Zondi, un autre planteur de Soubré. Ici tout le monde l'appelle le vieux, il a 71 ans. Il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1959. Aujourd'hui, il est propriétaire d'une plantation de plus de 300 hectares, du cacao, du palmier à huile et le collatier. Mon domaine allait jusqu'à 500 hectares. Mais aujourd'hui, nous sommes à 300 hectares compte tenu de la crise que tout le monde a connue en Côte d'Ivoire. On a été obligé de céder une partie. Donc aujourd'hui, même la plantation, nous avons 350 hectares. Bienvenue à Méagui, à une cinquantaine de kilomètres de Soubré. Ici, comme ailleurs dans cette région, le travail de la terre est l'occupation principale des Burkinabés de Côte d'Ivoire.
Aruna Savadogo est l'exemple d'une jeunesse qui s'épanouit grâce à l'agriculture. À la tête d'une coopérative d'achat de café cacao créée en 2007, le jeune homme de Meyagui, né en Côte d'Ivoire, dirige aujourd'hui une entreprise qui comptabilise à elle seule plus de 2000 membres. Je n'ai jamais rentré dans la boutique pour payer manger. Je cultive, j'enlève là-bas et puis je dépose, je mange. Par exemple, l'année passée, j'ai eu 100 sacs de riz, 40 sacs de maïs. Et je peux finir de manger ça. Donc la terre ment pas. On l'appelle la cité du palmier en langue bété. Galébré, village à cheval entre les régions de Gao et de Nawa. Nous avons rendez-vous avec des hommes et des femmes burkinabés. Principale activité, la culture du palmier, de l'EVA, du cacao et du café. Et tous les endroits sont bons pour afficher sans complexe leur attachement au monde agricole. 18% des Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire sont des planteurs. Et c'est comme ça que nous vivons. Nous avions vu que tous les Burkinabés, sauf ceux qui sont à Abidjan et quelques-uns qui sont dans les grandes villes, nous sommes en majorité à 98% planteurs. Et voilà. Et la Côte d'Ivoire a reposé sur l'agriculture et cette agriculture a reposé sur la main-d'œuvre burkinabé. Les bétails qui sont ici, là, c'est qui a donné notre papa la terre. Donc quand mon mari ne vit pas, c'était infirmière d'État, il ne vit plus. C'est ça que je suis venu rester dans le maison avec mes petits-enfants. Ils sont assez nombreux, les Burkinabés planteurs dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Des hommes comme des femmes, des jeunes comme des seniors. Leur rapport à l'économie locale est aussi reconnu par les autorités ivoiriennes. Les plus grandes plantations de café, de cacao, que ce soit du palmier à huile comme de l'EVA, appartiennent aux Burkinabés. Et au niveau même de la main-d'œuvre, les Burkinabés aussi contribuent fortement, n'est-ce pas, à l'amélioration, n'est-ce pas, de l'économie à Soubré. Voilà qui nous amène à l'actualité hors du Burkina Faso. Cela fait 1 an que s'est tenue l'élection présidentielle au Gabon, une élection dont Ali Bongo Ondimba a été proclamé vainqueur et qui avait plongé le Gabon dans une crise politique. 1 an après ce scrutin contesté, des manifestations ont opposé les forces de l'ordre et les partisans de Jean Ping. 1 an après la présidentielle gabonaise du 27 août 2016, des signes de tension politique sont toujours palpables. 2 opposants sont toujours en détention et un journal d'opposition, Les Échos du Nord, a été interdit en juin 2017 pour des propos jugés diffamatoires à l'encontre du président Bongo et du Premier ministre Isso Zengondé. Il est revenu en kiosque mi-août. Bertrand Zibi Abégué, un ex-député du parti au pouvoir, reste détenu après avoir été arrêté le 31 août 2016 pour trouble à l'ordre public. Landry Amiang Washington, cyberactiviste arrêté mi-août 2016 à son retour au Gabon, est toujours détenu sans être jugé et encore moins interrogé selon son avocat. Des arrestations dénoncées par l'opposition qui parle de détention arbitraire, notamment celle de la médecin syndicaliste, auteur d'un rapport sur les violences électorales, Sylvie Nkongembot, libérée début octobre. Des sujets qui continuent d'alimenter les discussions au sein de la population. 1 an après l'élection présidentielle qui a eu lieu au Gabon, l'actualité est toujours concentrée là-dessus. La preuve, vous allez dans les quartiers, les débats tournent autour de ça, l'actualité politique tourne autour de ça. Il y a des réformes profondes qui se font depuis que le président est arrivé, depuis 2009. Nous attendons plus, c'est tout à fait normal. Selon le code de procédure pénale, la durée de la détention préventive ne peut excéder 6 mois en matière correctionnelle et 1 an en matière criminelle. Le Sénégal vient de franchir un pas important dans la lutte contre le tabagisme. Des paquets de cigarettes sont désormais étiquetés avec des images qui mettent les consommateurs en garde sur les maladies causées par le tabac. Le Sénégal met ainsi en application une loi votée en 2014 dans le cadre de la lutte contre le tabagisme dans ce pays. De nouveaux avertissements sur l'impact de la consommation du tabac pour la santé sur les paquets de cigarettes. C'est l'initiative mise en route par le Sénégal dans sa longue lutte contre le tabagisme. Ils sont déployés sur 70% des 2 surfaces de toutes les enveloppes du tabac. Le pouvoir dissuasif des nouveaux pictogrammes porte déjà des fruits.
Je fume, mais depuis que j'ai vu le nouveau paquet, j'ai peur. Je veux arrêter de fumer parce que je sais que la cigarette est mauvaise pour la santé. Pour les vendeurs de cigarettes, c'est le début de la période de vache maigre. Il y a des clients qui me disent que si je n'ai que ces paquets à vendre, ils n'en veulent pas. Au Sénégal, selon une enquête menée en milieu scolaire, 20% des garçons fument contre 10% chez les filles. Dans ce pays, la loi de 2014 interdit de fumer dans les espaces publics ainsi que la publicité pour le tabac. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.